Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine du samedi 2 septembre 2017, 37e semaine de l'année 2017. La voix que vous entendez est celle du concepteur-animateur Richard Glenn, directement du Mont-Saint-Hilaire, l'ésotériste du Nouveau Monde. Ce soir, plusieurs invités. Jean Deflore reçoit Nathalie Lepage du groupe Unisanté, Catherine Debonny, horticola professionnelle. Le mode d'emploi de la vie, tout ce qui contient de la vie, d'abord en commençant par l'être humain, évidemment. Ne manquez pas de lire le complément de notre ami Gilles Surprenant sur le Forum Orandia, ainsi que la version MP3 audio par Jean-François Poulain, toujours sur le Forum Orandia. Dans le montage de l'image, notre ami Denis Jean, qui a repris du service depuis quelques jours pour septembre, Jacinthe, Jojo et Ronald, on les remercie pour nous aider. À la réalisation, Spirale, supervision technique, Emmanuel, Stéphane, mes deux garçons, et Donald. C'est une production Orandia Phoenix, et pour le club créé, club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental sur YouTube, dans Orandia TV. Entre nous, vous aurez l'occasion de rencontrer et d'entendre Jean Deflore nous faire une conférence sur le thème « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir », qui sera enregistré juste après l'émission qu'on fait ce soir pour le Vidéorandia. D'abord, on est dans la salle Unisanté. On l'appelle Espace Unisanté, cette belle salle qui est un aquarium à l'envers. L'eau est à l'extérieur. Nous, on est à l'intérieur pour cette émission numéro 37. Et Jean Deflore va nous présenter une des grandes responsables de ce centre Unisanté. Vous allez découvrir quelque chose d'unique au Québec. L'endroit, c'est simple. Vous arrivez dans la région de Mont-Saint-Hilaire, vous traversez le pont Jordi Bonnet, qui est un grand peintre décédé, mais qui a vécu ici, au pied du Mont-Saint-Hilaire, alors qu'Ozias le Duc, du Refuge Global, demeurait en haut. Et il y a une rue d'ailleurs à son hommage. Alors, vous traversez le pont au-dessus de la rivière Richelieu, entre Belleuil et Saint-Hilaire, et le premier bâtiment commercial, juste de l'autre côté, vous reconnaissez? Ben oui, les chocolats favoris de Gino Chouinard. Et les flèches nous montrent la salle où nous sommes présentement. Vous allez faire des découvertes aujourd'hui parce que, voyez-vous, les chocolats, vous savez ce que c'est? La salle, vous la connaissez déjà depuis plusieurs semaines, mais tout le reste de l'édifice est consacré à la santé, au mieux-être de l'être humain. Vous pouvez arriver par autobus, le numéro 200, directement de la station de métro de Longueuil, ou en bicyclette, comme vous voyez, il y a des gens qui arrivaient de Montréal. Alors, il vous descend à la porte d'entrée de la salle. Et pour retourner après, c'est très simple, c'est vraiment juste en bas, en face des chocolats favoris. Vous sortez de l'édifice, vous prenez l'autobus, direction métro de Longueuil, directement. Ça prend à peu près 3/4 d'heure et c'est 9 $ le billet aller, 9 $ retour. Mais pour retourner à Montréal, généralement, les gens qui viennent de Montréal n'ont aucun problème parce qu'ils ont toujours quelqu'un qui vient de Montréal qui assiste à nos enregistrements, nos émissions. On est dans cette salle, juste en haut. Et derrière, on peut voir le Mont-Saint-Hilaire. Oui, on va en reparler du phénomène ovni au Mont-Saint-Hilaire. Mais aujourd'hui, là, vous voyez, le stationnement est très grand. Et sous le stationnement extérieur, il y a un stationnement intérieur dont l'entrée est juste là. Vous allez par l'arrière, vous passez en dessous. Donc cet automne, s'il pleut, s'il neige, aucun problème. Vous pouvez arriver par hydravion, hein, la rivière est juste à côté. Et là, vous pouvez entrer dans ce beau bâtiment tout neuf. Je pense qu'il y a à peine 1 an, hein, Nathalie? À peine 1 an. Et vous remarquez, qu'est-ce qui est écrit ici? Pure clinique médicale. Ce qui veut dire des médecins avec la schlick-schlick, si vous voulez bien. Et juste à côté, Unisanté, médecine complémentaire. Au pluriel, des médecines complémentaires. Que moi, je parle plus de médecine traditionnelle. Là. Vous allez comprendre ce soir, parce qu'on parle d'un phénomène, de quelque chose d'unique au Québec. Et celui qui a découvert le poteau rose, c'est notre ami Jean Deflore, que vous connaissez bien. Alors vous entrez, il y a déjà même un petit restaurant. C'est très santé, encore une fois. Tout est pensé santé. Mais santé sur le plan physique aussi bien que sur le plan psychique. Alors voilà,
Donc, on est rendu dans cette réunion bien spéciale et notre ami Jean va faire la présentation avec Nathalie. Donc, je vais lui laisser mon micro à Nathalie et puis Jean, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Richard. Merci de nous avoir aujourd'hui invités. Et puis, Nathalie, ben oui, j'ai découvert votre espace Unisanté lors de ma visite ici il y a environ 3 semaines. Richard m'avait invité pour faire une émission. Puis j'ai trouvé ça fascinant parce qu'aux États-Unis, on a beaucoup de concepts similaires aux vôtres. Et puis, à mon sens, je pense que c'est une nouveauté pour le Québec. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais que tu nous expliques un peu c'est quoi Unisanté. OK. Bien, tout d'abord, comme vous l'avez dit, Unisanté, c'est un centre de médecine intégrative où on retrouve toutes les approches qui complètent la médecine conventionnelle. Donc, pour nous, c'est le temps de s'unir, d'unir nos forces, nos champs de compétences distincts dans les différentes médecines et de travailler ensemble. Donc, Unisanté se colle aux médecins conventionnels. Pourquoi les médecins? Parce que c'est eux qui voient la masse de la population. Donc, si on sensibilise les médecins à ce qu'on fait, ben, ils peuvent plus facilement sensibiliser les patients. Bien Donc, sûr. Unisanté a 2 missions. Sensibiliser la population à se faire traiter de façon intégrative pour prévenir la maladie par la santé du corps et de l'esprit. Oui. Et de sensibiliser aussi les médecins à tous les bénéfices qu'on peut apporter en tant que médecine complémentaire ou alternative. Puis, en quoi Unisanté est différent de d'autres centres qui existent ou qui auraient pu exister au Québec? Oui, souvent, on va retrouver au Québec des centres où est-ce qu'on va retrouver certaines professions, mais ça va être plus petit, on dirait. Ici, D'accord. c'est vraiment complet. Oui. Donc, il y a une grande variété d'approches. On va en parler tantôt. Il y a une grande variété d'approches. Puis, ce qui est unique aussi, c'est qu'on travaille vraiment en équipe. On a mis aussi une stratégie pour mettre le client au cœur de sa prise en charge de sa santé. Donc, on a un site Internet qui est quand même assez élaboré, qui explique les différentes disciplines, mais qui explique aussi les différents thérapeutes. Parce que chez Unisanté, on peut retrouver plus qu'un ostéopathe ou plus qu'un acupuncteur. Donc, souvent, le but de ça, c'est que le client puisse choisir la personne qui lui convient le mieux. Des fois, sur le site Internet, ça va être une phrase que le thérapeute va avoir dit sur son descriptif qui va faire la bonne... Est-ce qu'on voit les profils des thérapeutes qui interviennent ici sur le site web? Qui est encore? Quel est le site web? Oui, le site web, il faut faire attention parce qu'il y en a 2 présentement. Puis il y en a un qui est plus vieux, qui n'est pas à jour. Alors, le nouveau site, le bon nouveau, site, c'est groupe-unisanté.com. Il ne faut pas oublier de mettre le tiret. Puis si vous tapez juste Unisanté... C'est le vieux site. Oui. OK. Alors, groupe-unisanté.com. Oui. Parfait. Alors, sur ce site-là, qui est à jour, on retrouve différentes choses, dont toutes vos thérapeutes, vos activités, vos programmes, etc. Oui, puis ce qu'on disait aussi, ce qui est unique chez Unisanté, c'est qu'il va y avoir aussi une personne en tout temps à l'accueil pour aider, guider, diriger les clients en expliquant les différentes disciplines. Et aussi, on se concerte ensemble pour travailler ensemble. Donc, on a élaboré un questionnaire de santé globale qu'on peut soumettre. Exemple, un client qui arriverait puis qui a un problème chronique. Souvent, ils ont essayé différentes disciplines. Oui, c'est ça. Et ils sont pris, ils ne savent plus comment avancer là-dedans. Donc, on va leur soumettre un questionnaire qu'ils vont remplir, qui est très global pour cerner toutes les différentes sphères de la santé et de la vie. Et ce questionnaire-là, on va le soumettre à l'équipe de professionnels et chaque professionnel va émettre leur avis professionnel sur le cas de façon très simple et en langage commun pour que le client comprenne bien sur la méthode comment il pourrait l'aider. Ils peuvent intervenir dans le cas de cet individu-là. Voilà. C'est ça? Et là, ensuite, on va le soumettre au client. Donc, c'est important on ne va pas décider pour le client. Donc, le client, il va donner son opinion. Il va peut-être avoir des médecines qui ne seront pas confortables avec. Donc, il va choisir ce qui lui convient le mieux. Oui. Ensuite, on soumet ça à l'équipe. Et là, l'équipe va décider du protocole.
qui commence avant qui. C'est un protocole personnalisé pour le patient ou le client. C'est ça, parce que souvent, les gens ne savent pas s'y retrouver. Est-ce que je commence en ostéo? Est-ce que je vais voir un acupuncteur, un physio? Qui je commence avant quoi? Alors, l'équipe, on va se pencher sur la meilleure formule. Et donc, contrairement à ce qu'on voit ailleurs, vous parlez entre vous. Oui. C'est ça. Parce qu'on voit souvent dans les approches de traitement, on parlait tantôt acupuncture ou physio, ça ne se parle pas nécessairement. C'est ça. Vous, en étant dans une même bâtisse, c'est plus facile pour communiquer. Tout à fait. Donc, établir cette stratégie-là dont tu parles. Oui, le logiciel informatique aussi est commun. Donc, on peut avoir accès via le web. Donc, c'est vraiment... c'est très intéressant. Très Donc, effectivement, c'est différent de ce qu'on voit ailleurs. Nathalie, toi, qui es-tu dans tout ça? Comment es-tu arrivée chez Unisanté? OK. Donc, moi, je suis ostéopathe depuis plus de 15 ans. J'ai commencé au départ en réadaptation physique. Je travaillais dans une clinique de physiothérapie et le propriétaire était ostéopathe. Donc, c'est comme ça que j'ai connu, ça fait longtemps, à peu près 20 ans, j'ai connu l'ostéopathie. Donc, là, j'ai décidé d'aller parfaire mes connaissances parce que je trouvais que l'ostéopathie était plus globale et tout ça, et il me manquait des connaissances au niveau anatomique, tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé en ostéopathie. Moi, c'est sûr que je suis une personne curieuse de nature. La santé globale m'a toujours intéressée de base. Je suis une liseuse compulsive sur la santé, donc tout m'intéresse, l'alimentation, l'activité physique, le feng shui, les plantes. C'était moi de base. Donc, Unisanté, c'est vraiment à l'image de qui je suis. Parce que c'est ton bébé, Unisanté? Oui. C'est de toi qui est venu l'idée originale? Même quand j'étais en physio, j'avais toujours les plans d'avoir une clinique multi. Puis, au fur et à mesure de ma pratique, là, j'ai vu le besoin qui manquait dans la population d'un centre comme ça parce que moi, je traitais en ostéopathie, je suis une personne qui a toujours référé beaucoup dans les autres médecines. Donc, quand j'avais déblayé le corps, là, souvent, j'allais peut-être référer en acupuncture pour aider pour l'inflammation qui restait ou en massothérapie pour défaire la fibrose d'une épaule, exemple, qui a souffert depuis trop longtemps. Et ce qui arrivait, c'est que les thérapeutes, on ne se parlait pas ensemble. Oui. Donc là, ce qui arrive, c'est que le client, il peut être traité 4-5 traitements en ostéopathie. Ensuite, il se trouvait un acupuncteur, là, on étirait un autre 4-5 traitements. Donc, le fait d'être tous unis sous le même toit, c'est qu'on peut se parler, on peut interagir. Maximiser le nombre de traitements. Des fois, on n'a pas besoin de 5, on a besoin de 2 ou 3, alors qu'on aurait besoin de 7 ailleurs. Vraiment. C'est ça. Ils disent le tout est plus important que la somme de ses parties individuelles. Donc, quand on est ensemble, on est plus effectif. Et donc, tu as parlé d'ostéopathie. J'aimerais ça qu'on fasse une petite parenthèse parce que c'est un domaine qu'on entend souvent parler puis qu'on connaît peu. C'est quoi l'ostéopathie? L'ostéopathie, d'abord, il faut savoir que ça vient des États-Unis par un médecin, Andrew Taylor Still. Et l'ostéopathie, c'est vraiment la science du vivant. D'accord. Donc, Andrew Taylor Still, il était médecin de base à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de moyens pour la médecine. C'était des saignées ou de l'alcool pour guérir les problèmes. Et là, il a commencé à mettre ses mains pour sentir le vivant. Donc, il se disait, comment vit un corps en santé? Ou comment vit une épaule qui ne va pas bien? Comment vit un genou qui fait mal? Alors, il faut vraiment comprendre ça. C'est vraiment une médecine palpatoire. Les ostéopathes, si on ne touche pas, on ne sait rien. Donc, tout est à partir de nos mains. On est formé avec une phrase qui nous dit toujours, il faut développer des doigts qui voient, qui pensent, qui sentent et qui agissent. Oui. Donc, tout se passe avec le senti. Alors, le but de se faire traiter en ostéopathie, c'est vraiment d'enlever moi j'appelle ça des pleurs d'oignon qu'on ajoute sur une vie par des chocs émotionnels, des chocs physiques et tout ça. Donc, le but, c'est d'enlever les pleurs d'oignon, dégager le corps de tout ce qu'on traîne pour favoriser l'auto-guérison du corps. Donc, je m'excuse de t'interrompre, mais les téléspectateurs et les gens qui participent aux conférences de Richard ont déjà eu certaines informations justement sur ce que tu nous parles aujourd'hui. Donc, c'est très intéressant de voir qu'au Québec, ça s'applique dans le concret, ça, parce que les invités qui sont venus parler aux conférences de Richard, c'était plus d'un aspect théorique, alors que vous le faites de façon pratique. Oui. C'est formidable, ça. Oui. Donc, concrètement, un traitement d'ostéopathie, ça peut durer de 45 minutes à 1 heure. C'est très doux, c'est des mobilisations douces. Donc, on remet en mouvement, on mobilise le corps pour enlever les entraves
pour que la santé puisse s'exprimer. Donc, habituellement, les clients aiment beaucoup ça, recevoir un traitement d'ostéopathie. Et c'est différent d'un massage ou d'un chiro. Totalement. C'est une autre approche complètement. Totalement. C'est pas des manipulations, c'est plus des mobilisations. On relance la mobilité. Pour nous, en ostéopathie, c'est la mobilité des tissus qui nous guide, qui nous intéresse pour relancer la vitalité. D'accord. Je reviens à l'idée d'Unisanté. Qu'est-ce qui... en arrière de tout ça, l'idée, c'était de faire en sorte que les gens n'aient pas à chercher à gauche, à droite, comme on parlait tout à l'heure. Ou... Oui, puis il y a aussi le fait que les maladies chroniques augmentent de plus en plus. Oui. Puis souvent, les gens se retrouvent avec pas beaucoup de solutions autres que les médicaments. Donc, parce que les médecins... ils utilisent beaucoup ça vient de la physique classique, de Newton, la matière, la molécule. Donc, biochimie. Voilà, ils traitent la matière avec une molécule chimique. Et avec la physique quantique, il y a eu des avancées. Tout à fait. Richard a fait toute une série d'émissions sur la physique quantique. Ah oui? Alors, c'est formidable que tu nous parles de ça. Encore une fois, ça démontre comment ce qu'on parle ici dans les émissions, ça se traduit dans le pratique. Oui. Alors, donc, je disais, avec la physique quantique, c'est qu'ils ont prouvé que les émotions, la pensée influencent la matière concrètement. Et la grande qualité des médecines douces ou alternatives ou complémentaires, c'est qu'on inclut tout ce volet-là, autant émotionnel, spirituel, pour la santé globale. Donc, c'est de là vient qu'il faut s'unir ensemble, la médecine conventionnelle et les médecines complémentaires. Parce qu'on sait, même si on ne parle que du stress, il y a bien d'autres aspects, là, mais on voit déjà que le stress a un impact sur le physique. Oui. Donc, notre stress émotionnel, psychologique, oui. souvent se traduit tout à fait. Dans le corps. Oui, ça enclenche une réaction hormonale qui donne des effets vraiment physiologiques. Donc, on peut traiter le corps, mais si on n'adresse jamais la cause qui est le problème émotionnel, ben on risque de traîner ce problème-là longtemps, même si on le traite de façon biochimique. Puis la biochimie est correcte, c'est correct aussi de l'adresser. C'est juste que ça ne peut pas être que ça. La prise en charge de la santé. Bien, ça nous amène sur la piste de la santé globale puis de la médecine intégrative. Moi, si aujourd'hui je suis ici puis on a cette conversation-là, c'est qu'il y a des médecins qui sont de pratiques intégratives qui m'ont sauvé la vie. En 2009, 2010, 2008, 2009, 2010, j'ai été extrêmement malade. Et puis, c'est grâce à une approche intégrative que je suis ici aujourd'hui. Wow. Ben, c'est justement ce que je veux lui demander, qu'elle nous en parle. Alors, c'est quoi l'approche globale? Parce que ça fait partie comme de votre slogan, puis votre relation avec la médecine intégrative. OK, mais c'est sûr que l'approche globale, c'est que ça tient compte de tous les volets qui sous-tendent la santé. On a le volet physique, émotionnel, mental, spirituel, environnemental. C'est ça la médecine globale. Et la médecine intégrative, c'est de travailler ensemble. Donc, souvent, les médecines alternatives ou complémentaires sont tous des médecines globales, mais on peut tous travailler en silo dans nos bureaux différents. Alors, la médecine intégrative, c'est d'interagir ensemble. Exact. Et ça, c'est le grand défi, parce que souvent, comme tu l'expliquais au début, les professionnels ne se parlent pas. Et moi, ce que j'ai trouvé d'innovateur dans votre centre, ici, chez Unisanté, c'est justement ça. Et puis, on ne le voit pas beaucoup, même aux États-Unis. Il y a des centres spécialisés là-dedans. Il y a même maintenant des grands hôpitaux comme Cleveland Clinic, qui est très connu. C'est un hôpital de médecine traditionnelle universitaire dans ce sens-là. Et puis, ils ont maintenant une unité de médecine intégrative où ils ont des acupuncteurs, par exemple, qui travaillent avec des oncologues, par exemple. Donc, c'est une médecine de l'avenir combinée à l'approche holistique qui tend à prendre en considération tout le corps dans son ensemble, plutôt que j'ai mal au bras, on regarde juste le bras, alors que c'est peut-être un problème dans le dos qui fait une mauvaise posture, qui fait que j'ai mal au bras. Et ça, c'est des choses que vous regardez, si j'ai bien compris, dans notre conversation qu'on a eue avant l'émission. En ostéopathie, là, à chaque traitement, on passe de la tête aux pieds. Donc, c'est une approche holistique. Toujours. Quand même qu'on traite un segment, on va toujours remettre
la nouveauté qu'on vient d'ajuster dans le corps, on va le remettre dans la globalité du corps. Puis, par rapport à ça, tu me donnais comme exemple d'interaction entre vos différentes spécialités. Tu me disais que tu peux intervenir chez quelqu'un qui a un problème d'élocution, je pense, c'est ce que tu disais. Oui. Explique-moi ça encore. En fait, c'est que chez Unisanté, on a une grande variété de thérapeutes. On a tout le volet physique. Exemple, pour traiter, on se fait traiter en ostéopathie, acupuncture, physio, masso pour le volet physique. On a le volet émotionnel, donc on va retrouver des psychologues, des psychoéducateurs, des coachs. On a le volet nutritionnel. On va avoir autant des nutritionnistes que des naturopathes. On a le volet, je ne veux pas l'oublier, on a le volet... je te prête ta feuille. Oui, on a le volet santé des pieds, on a un podiatre, on a les soins de pieds, une infirmière en soins de pieds. On a aussi le volet, moi, que j'appelle apprentissage. Donc, on a une neuropsychologue, une psychoéducatrice, orthophonie. Et là, c'est ça qu'on parlait tantôt. Les gens, des fois, vont dire « Coudon, vous avez tout, vous êtes spécialisé dans rien. » Bien, c'est pour ça qu'il faut s'unir parce que souvent, en ostéopathie, on va débloquer, exemple, le crâne d'un enfant, puis la tâche de la langue est attachée derrière. Et donc, ça peut aider à soulever des plateaux si l'enfant est en orthophonie, exemple. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve tous les volets chez Unisanté. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous parlez entre spécialistes. Voilà. Donc, dans ce cas-là qu'on parle, si c'est l'ortho qui avait le jeune comme client, l'ortho aurait pu parler avec toi. Peux-tu intervenir dans ce cas-là? En fait, ça fait partie de votre questionnaire. Blocage, j'atteins un plateau, tu penses-tu que tu peux déblayer mécaniquement? Donc, et les spécialistes ont ce désir-là et cette volonté-là. C'est la condition pour être ici quasiment, là. Donc, ils ont compris que c'est global. Oui. Donc, souvent pour aussi les enfants autistes ou TDAH, pour les évaluations, tout ça, ben, on peut intervenir avec la nutritionniste ou la naturopathe pour on sait que de plus en plus dans ces cas-là, la nutrition est identifiée comme un des facteurs clés qui aident au développement de ces enfants-là. Les symptômes sont moins... Quand on fait des modifications alimentaires. C'est ça. Là, évidemment, ça amène toujours la question du coût, puis comment on paye pour ça, qui paye pour ça. Au Québec, ben, on a été gâtés historiquement. On avait un système de santé qui payait beaucoup, qui prenait tout en charge. On a vu depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'il y a des limites à ce système-là de payer par l'État. Moi, si j'ai bien compris, parce que j'en ai eu dans ma famille à l'époque, les ostéopathes, entre autres, c'est couvert par des assurances privées que, entre autres, les grandes compagnies offrent. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est quoi les options qui sont offertes pour faire face à la facture, évidemment? Oui, mais c'est sûr que malheureusement, le gouvernement ne débourse pas pour les médecines, la médecine complémentaire. Donc, c'est public, c'est privé. Donc, mais il y a beaucoup d'assurances qui remboursent quasiment toutes les compagnies d'assurance. Entre autres, la physiothérapie. Oui, physio, ostéo, acupuncture, oui, là, on parlait d'orthophonie pour les enfants. Il y a beaucoup de plans qui payent pour des choses comme ça. Oui, c'est ça. C'est de plus en plus... Je suis pas... moi, c'est sûr que c'est plus l'ostéopathie là, que je suis au courant, là, mais je sais que de plus en plus de compagnies... Toutes les compagnies quasiment remboursent. Il y en a qui remboursent plus, il y en a qui remboursent moins. Oui. Mais la beauté de chez Unisanté, c'est que, comme je disais tantôt, le fait qu'on étire moins les traitements, vu qu'on est tous sous le même toit, ben ça fait que c'est des traitements plus effectifs. Donc, on va étirer moins le client parce qu'il essaie à gauche, à droite. Exact. Parce que ces plans d'assurance-là, généralement, ont un nombre limite. Exemple, 5 fois chez le physiothérapeute dans l'année. C'est ça. Bon, alors, ou une limite de $300 ou 500 $. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire chez Unisanté. C'est beau, ça. C'est formidable parce que vous tenez compte aussi des capacités de payer de votre clientèle pour assurer qu'il n'y ait pas d'abus, si je peux dire, en termes de traitement inutile. Ouais. Parce que c'est souvent ça, on voit ça, quand il y a une série de traitements qui n'est pas coordonnée, ben, la personne va avoir plusieurs traitements, puis au fond, ils n'ont pas besoin de tous les traitements. Ouais. Mon rêve, là, un jour, là, si Unisanté est connue et tout le monde en parle et tout ça, mon rêve, ce serait d'avoir une fondation puis qu'on puisse donner des traitements équitables. Oui. Donc, ben oui, c'est intéressant. Ça serait
le summum. Donc, on le rendrait vraiment accessible à tout le monde. Les gens qui ont moins de revenus, qui peuvent moins se payer ces traitements-là, mais là, on pourrait offrir des traitements équitables. Oui. La Fondation pourrait rémunérer le thérapeute et le client offre ce qu'il peut offrir selon son salaire. Ça, ce serait le summum. Un jour, on peut rêver. Bien sûr, bien sûr. Et puis, dans ton équipe, vous êtes beaucoup, hein, je vois sur la feuille ici, et puis peut-être qu'on pourra l'avoir en ondes ou Gilles le mettra dans le complément. Vous êtes toute une large gamme de spécialistes, un peu comme on parlait tout à l'heure. Parle-nous de ce qui vous a uni, c'est avant toute chose le désir de travailler en groupe pour être plus efficace. Mais ces gens-là, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui sont renommés dans la région. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, c'est vraiment une belle équipe. Je suis super fière de l'équipe. Puis ça s'est fait vraiment en sélection naturelle. Tu sais, les gens, les bonnes personnes sont restées ici. On a rencontré des gens pour expliquer le concept et tout ça. Les personnes qui ont adhéré, c'est les personnes qui doivent être là. Et ce qu'il faut savoir aussi chez Unisanté, c'est qu'il n'y a pas de... C'est pas à propos de nos croyances. Donc, on est très ouverts. Les thérapeutes sont très ouverts. Et les médecines traditionnelles, comme Richard disait... Universitaires, comme Richard dirait. Oui, c'est ça. Les médecines traditionnelles existent depuis des centaines d'années. Là. On n'a rien inventé de ce côté-là. Puis... et le monde s'est guéri bien avant l'avancée des technologies et de la chirurgie, des médicaments et tout ça. Donc, mais on ne rejette pas ça chez Unisanté. Pas du tout. La preuve, on travaille autant avec les médecins qu'avec les thérapies énergétiques, émotionnelles, physiques, comme je le mets tantôt. Puis ça, c'est ça que je pense que c'est important d'insister, c'est que vous ne rejetez pas. Non. Parce que souvent, on a l'impression, quand on parle de médecine alternative, qu'on fait face à une secte. C'est un ou l'autre. C'est ça. C'est toujours le conflit. Et moi, ça m'agaçait beaucoup parce que moi, je suis de l'école de tout prendre. Quand on est malade, on veut que tout le monde qui puisse nous aider travaille ensemble pour nous aider à guérir. Tellement. Puis c'est pas à propos de nos convictions. Il faut le voir comme un gros coffre à outils et le client vient choisir ce qui lui convient. Donc, il y a des gens qui vont être plus aidés par de l'énergétique ou de l'émotionnel ou du physique. Puis c'est ça la beauté d'être tous ensemble. Puis on veut pas se rejeter. C'est pas la compétition, les barrières, les limites. C'est l'union, l'ouverture. C'est ce qu'on prend chez Unisanté. On dit qu'on veut faire tomber le mur entre les différentes médecines, justement. Et c'est ce qui avait attiré mon attention, puis je trouve ça formidable, Nathalie. Puis en terminant, avant qu'on voit s'il y a des questions dans la salle, ou même Richard, je pense qu'il voudra peut-être intervenir, je pense que vous avez aussi un programme d'activité publique, de sensibilisation que vous préparez pour l'avenir. Oui. Alors, pouvez-vous nous en parler? Oui. En fait, c'est ça. Il y a toute une section de sensibilisation auprès de la population, à faire de la prévention, pas juste du curatif. Souvent, on pense que quand la maladie apparaît, c'est le début de l'histoire, mais en médecine holistique, c'est la fin de l'histoire. Oui. C'est que le corps a compensé pendant des années, il a perdu son équilibre et là, le symptôme sort. Donc, il y a beaucoup de prévention à faire. Et si les gens comprenaient ça, on éviterait la maladie et les charges dans le système de santé et tout ça. Donc, oui, on a des projets pour 20 ans chez Unisanté. Donc, on voudrait faire des conférences dans les écoles, tous les organismes, les centres de famille auprès des mamans pour éduquer ça à la base. Comme je disais tantôt, si on pouvait avoir la fondation puis les traitements équitables, on rendrait ça accessible. Et dans la belle salle qu'on est ici, qui est une salle juste à côté de vos bureaux, qui est une salle qui semble très adaptée pour du yoga ou d'autres types d'activités, c'est ici que vous organisez en ce moment vos activités, plus de groupes publics, c'est ça? Oui, tout à fait. La salle, elle faisait partie aussi du concept parce que ça fait partie du volet mieux-être. Donc, on sait que la machine humaine est très surstimulée. On a des stimulations physiques, psychiques, sensorielles, les ondes et tout ça. Donc, le rythme de vie des gens et tout ça. Donc, dans la salle ici, on voulait... qu'il y a une présence de cours, d'approches méditatives comme le tai chi, le qigong, le yoga. Donc, c'est de mettre en pratique pour faire tenir entre les traitements qu'on prend et pour avoir un mode de vie plus calme, pour se recentrer, pour se reconnecter à soi et laisser monter les réponses qu'on doit entendre pour vivre notre vie. Pour cheminer, puis être bien dans sa peau, être en santé. Hein? Oui.
Bon, ben c'est formidable. Merci beaucoup, Nathalie. Richard, pendant nos quelques minutes qui nous restent, est-ce que tu as un commentaire sur notre présentation d'Unisanté qui ont été tes hôtes durant cet été 2017? Oui, j'ai trouvé ça vraiment dynamique. Puis là, toi, Jean, qui connais beaucoup le monde de la santé, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est qui t'a marqué le plus pour en parler à Nathalie puis la convaincre de venir sur l'émission? Ah ben, moi, merci Richard pour la question, c'est le fait qu'ils se parlent, que toutes ces approches-là se parlent, parce que quand on est malade, malheureusement, les traitements sont en vase clos. Et c'est très important que les différents intervenants de la santé, que ce soit le médecin, l'infirmière spécialisée, maintenant il y a des super infirmières, après ça les pharmaciens, les thérapeutes, que ce soit physiothérapeutes, de tout acabit, là, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. Moi, je n'ai pas beaucoup navigué dans le monde de la maladie. Oui, oui parce que tu es un gars en santé. Oui, puis j'ai toujours fait la guerre à la fameuse carte d'assurance maladie qu'ils appelaient dans le temps. Hein. Ils ont changé ça. Ils l'ont appelé maintenant l'assurance santé, hein, la carte d'assurance santé. Mais c'est que j'ai toujours eu l'impression que ça devait, c'est la base, que quand quelque chose va mal dans une famille, les gens de la famille se concertent, se mettent à parler, discutent. Est-ce que c'était quelque chose de difficile à établir, la relation avec tout ce monde-là? Il y a ceux que j'appelle, moi, la médecine universitaire, scientifique, laboratoire, pharmaceutique, tout le monde comprend. Et de l'autre côté de la barricade ou de la palissade, là, ou du mur de Trump avec ses murs, là, c'est les autres qui sont la médecine que moi j'appelle traditionnelle, que toi tu appelles complémentaire. Mais c'est eux qui étaient à l'origine de tout, là. Ça a-tu été difficile que les deux se parlent, vraiment? Mais en fait... Il faut que tu prennes ce micro-là. Oh, OK. La beauté des médecins qui sont ici, c'est que ils sont ouverts. Il y a de plus en plus de médecins, je pense, qui sont ouverts, qui ont compris, qui ont admis, qui ont l'humilité d'admettre leurs limites. Et c'est la beauté des médecins d'ici. Donc, ça n'a pas été si difficile parce qu'il y avait un intérêt. Ils sont venus, il y avait des cliniques autour et ils sont déménagés pour le projet. Et par contre, il y a plein de choses à faire, là. Ils tombent facilement dans leur habitude. On les sensibilise. Sur l'heure du dîner, on organise des dîners-conférences qu'on appelle. Donc, les thérapeutes viennent parler de leur expertise avec des cas précis. Les médecins ont l'humilité de dire qu'ils n'apprennent pas ça à l'université, justement. Ils n'apprennent pas ce qu'on fait, ils n'ont pas de cours là-dessus, donc, mais ils ont l'ouverture. Moi, je pense qu'il y en a de plus en plus. Et vous suivez des cours. Oui. C'est pas juste magique, là, ou un don que j'ai eu quand j'étais enfant. Non, hein? Je t'écoutais parler d'ostéopathie, me dire, écoute, on voit que tu es passé par les grandes écoles quand même, là. Il y a une discipline derrière ça, là. Et c'est ça qui peut-être faisait peur au monde de la médecine conventionnelle, en se disant, c'est peut-être du n'importe qui, du charlatan, tu sais, à un extrême, là. Oui. Mais là, ça se comprend. Moi, j'ai reçu sur mon émission plusieurs fois des médecins qui ont été bafoués en Europe, aussi bien qu'au Québec, qui ont été mis au banc parce qu'ils s'intéressaient. Le docteur Luc Bodin, je ne sais pas si ça dit quelque chose, il est venu, Bodin. Il n'y a pas tellement... tu sais, chez moi, autour du feu de camp, on fait ça aussi l'été, là. Et je vois des éclopés. Des gens pourtant extrêmement intelligents, brillants, compétents, incroyablement. Puis, tu as réussi un coup d'éclat, là, c'est incroyable. Effectivement. Hein? Tu es d'accord, Jean? Donne-moi tes commentaires là-dessus. Moi, je suis d'accord que c'est dans la lignée de ce que tu dis. Puis, je suis content de dire que tu as demandé à Nathalie, vous prenez des cours pour ça, vous formez, parce que c'est le cas, hein? On n'est pas physiothérapeute, on ne s'improvise pas physiothérapeute, on ne s'improvise pas ostéopathe. Il y a toute une formation qui vient en arrière de ça. Il y a toute une série de thérapeutes qu'on a discuté, de thérapie qu'on a discuté. C'est des longues études. C'est pas un cours de 2 semaines. Et égare aux gens qui se prétendraient avoir un diplôme pour un cours de 2 semaines. Alors, Nathalie, peux-tu me dire s'il y a des clients qui passent d'un bureau à l'autre bureau, c'est-à-dire de médecine conventionnelle à ton département de Unisanté? Est-ce que les mêmes clients
passe d'un à l'autre. Oui, vraiment, ici à Mont-Saint-Hilaire, c'est original, hein, c'est bon. Oui, oui, c'est ça. C'est sûr que les médecins sont dans le système. Donc, le système, il y a toute une organisation là-dedans. Et donc, leurs clients, ils les ont déjà. Alors, le but de sensibiliser les médecins, c'est que les médecins en parlent à leurs patients, puis là, ils peuvent traverser l'autre bord. C'est sûr que là, nos clients sur notre côté, ben là, ils ne peuvent pas prendre n'importe quel médecin parce que ça va avec le guichet des patients orphelins. Donc, c'est pas on ne peut pas se promener d'un médecin à l'autre dans le système. Puis, c'est correct aussi, là. Donc, mais oui, les médecins travaillent avec nous, là. Une des choses qu'on voit, par exemple, aux États-Unis, puis peut-être qu'on verra ici au Québec, c'est les médecins qui sont en médecine privée. Il y a des médecins désengagés du système d'assurance aux États-Unis. Un de mes médecins, entre autres, j'ai à payer et c'est moi qui fais ma démarche auprès de mon assureur, puis il me rembourse une portion des frais, parfois, d'autres fois non. Mais ce sont des vrais médecins en bonne et due forme. Ils font le choix d'être en marge du système et ce sont des médecins de médecine privée. Et donc, on peut souhaiter qu'au Québec, des médecins de médecine privée s'intéressent à une approche comme Unisanté. Je pense que ce serait très profitable parce que ce sont des services qui ne sont pas concurrentiels. Ils sont vraiment complémentaires, comme Nathalie nous l'a si bien expliqué. Est-ce que c'est ça qu'on appelle, c'est pas tout à fait ça qu'on appelle la médecine à deux vitesses, hein? C'est pas la même chose, hein? Oui. C'est la même chose? C'est la même chose? À mon avis, là, la médecine à deux vitesses, pour moi, veut dire que les gens ont le choix d'attendre ou d'aller au privé et d'avoir un service plus rapide. Mais en restant toujours dans la médecine conventionnelle, universitaire, scientifique, laboratoire. Ça, c'est la médecine à deux vitesses. Tandis que toi, tu proposes deux panoramas de médecine. Une médecine reconnue par le Schlick, puis l'autre médecine qui est plus traditionnelle, et puis autrefois qu'on aurait pu en douter, mais ça fait ses preuves. Hein? Avez-vous de l'homéopathie? Oui. Oui, de l'homéopathie. On a un homéopathe. Avez-vous de la phytothérapie? Ben, en fait, on n'a pas une spécialiste, mais les naturopathes travaillent avec les plantes et tout ça. Est-ce que tu sais qu'en France, c'est interdit? Point à la ligne, point barre, comme ils disent. Alors la phytothérapie. Alors, Richard, qu'aux États-Unis, il y a des trucs là-dedans qui sont tout à fait reconnus. Hein? La phytothérapie, c'est avec les plantes. Oui, hein? Les homéopathes, c'est une vieille médecine aux États-Unis qui est reconnue, qui a son propre ordre professionnel. Alors, tous les pays ne sont pas égaux dans leur façon de traiter différents types de... Et pourtant, l'être humain, tous les humains sont semblables en dedans, comme disait le chanteur. Hein? Ben oui. Moi, Nathalie, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de Jean, plus précisément, puis ça s'est bien passé. Vous avez aimé, hein? Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Moi, je tiens à vous remercier de l'invitation parce que, justement, moi, humblement, je crois que la plus belle clinique intégrative est ici, mais elle n'est pas connue. Donc, de me faire inviter comme ça, moi, je vais toujours être prête à parler de ce beau concept-là parce que ça gagne à être connu et que ça fasse des petits bébés. Alors, on espère que les recherchistes d'autres émissions... C'est ça que j'allais dire à Radio-Canada, là, puis ailleurs, là. Une belle personne à recevoir, Nathalie Lepage. Qu'on se le dise, Mont-Saint-Hilaire. Le numéro de téléphone, on l'a vu apparaître un peu partout dans l'émission. Là. Alors oui, je te souhaite longue vie. Merci. Je ne sais pas si tu connais ce symbole-là. Non. Live long and prosper. Ça venait d'un extraterrestre. Oui. Star Trek, ça dit quelque chose. Bon, OK. OK, merci. Alors, merci beaucoup, Nathalie. Alors, Richard, on va passer à notre prochain sujet. Oui, je parlais de phytothérapie exprès pour préparer l'arrivée de notre prochain invité. Merci, Nathalie. On parle d'agriculture biologique avec Catherine Debonny. Alors, on va faire la transition tranquillement. Peut-être que tu pourrais nous mettre la première image, Geneviève, qui va nous mettre dans le sujet. Alors, Catherine est une horticultrice professionnelle. Et depuis sa tendre enfance, elle est très intéressée par tous ces sujets. Et depuis quelques années, elle a une passion, l'agriculture urbaine biologique. Et moi, quand on parle de nourriture biologique, moi, c'est mon dada depuis quelques années. Imaginez-vous que, alors que ma conjointe précédente avait des problèmes de santé, nous allons voir
une diététicienne. Et puis, elle nous invite à nous engager dans une démarche de changer notre alimentation pour de l'alimentation biologique. Moi, à l'époque, j'étais très favorable aux OGM. J'y voyais plusieurs bénéfices. Alors, je pensais que c'était juste une fumisterie pour nous soutirer plus d'argent. Alors, une des premières choses qu'on a changées dans notre alimentation, ce sont les œufs. Et on est passé des œufs conventionnels aux œufs biologiques. Mais quelle révélation! Quand on fait ça, je pense que c'est le plus grand choc qu'on peut avoir quand on commence la transition de la nourriture traditionnelle de supermarché commercial vers le biologique. On a un œuf dont le jaune est jaune, éclatant, le blanc est blanc, il est d'une grande saveur, la coquille, elle est dure quand on casse l'œuf. Vous savez, maintenant, les œufs de supermarché, quand on les prend dans nos mains, ils écrasent. Alors, les coquilles d'œufs biologiques sont fermes. Et ça, qu'est-ce que ça dénote? C'est que ça dénote qu'il y a les bons nutriments, les bons minéraux qui sont donnés aux poules qui font ces œufs-là. Alors, ça a été comme, ça fait partie de mon éveil vers l'alimentation biologique. Et puis, depuis ce temps, j'ai pratiquement tout converti mon alimentation à l'alimentation biologique. Et quand on parlait, Richard, de sujets que j'aurais aimé qu'il traite dans son émission, c'en était un qui revenait. Et puis là, j'ai dit, mais toi, Richard, tu cultives chez vous, cultives-tu biologique? Puis là, il dit, ben non, mais là, comment qu'on fait ça? Puis là, on commence à en parler. Puis là, j'ai dit, ben trouvons, y a-tu quelqu'un dans ton cercle d'amis qui vient ici, dans tes émissions, tes conférences, qui connaît ça? Puis, évidemment, il y a tout le monde, de tout le monde dans notre groupe, il y a des spécialistes, et on en a une, c'est Catherine, qui nous fait le plaisir de se joindre à nous ce soir pour parler d'agriculture urbaine biologique. Exactement. Mais merci de m'avoir invité, oui, c'est ça gentil. me fait super plaisir. Les gens ici te connaissent. Ouais. J'ai vu dans la salle que quand au début, les gens allaient te voir, tu t'avais déjà vu. Alors, c'est quoi ton histoire? Comment es-tu tombé en amour avec l'agriculture biologique? Ça commence où, cette histoire-là, Catherine? L'agriculture tout court, ça commence il y a vraiment longtemps. Mes arrière-grands-parents avaient une ferme, puis j'étais vraiment fascinée quand j'y allais l'été avec mes parents. Il y avait des animaux, il y avait des petites fraises, ils faisaient des tartes incroyables, ma grand-mère. C'était vraiment fou tout ce qu'ils pouvaient faire, l'autonomie alimentaire qu'il y avait. Puis ça a vraiment commencé avec ça. J'ai vraiment eu un coup de foudre pour la campagne. Fait que quand j'ai sorti du secondaire, j'étais allée suivre un cours en agriculture que j'ai pas terminé, mais quand même, tu sais, les notions que j'avais apprises là, la botanique, la culture en champ et tout ça, ça a vraiment ouvert des pas qui a fait « Wow, j'aime vraiment ça, je veux travailler dehors, je veux travailler avec la nature ». Fait que ça a commencé avec ça. Après ça, j'ai fait fleuristerie, mais bon, je travaillais un petit peu là-dedans. Mais vraiment, je suis revenue en horticulture parce que c'était vraiment le côté pratique. Vu qu'une ferme, je ne pouvais pas en avoir une, ça coûte très cher. Les agriculteurs me disaient, écoute, faut vraiment tailler plein de millions là, pour avoir une ferme. Puis si tu commences petit, ça va être difficile. Fait que j'ai dit, OK, je m'en vais en horticulture, puis on verra. Mais l'horticulture, c'est le fun, c'est de l'ornemental. Mais moi, en dedans de moi, je veux dire, je fais mon métier d'horticultrice. Je plante des fleurs, c'est super beau, sauf que c'est pas très utile au niveau de la santé. Moi, de mon côté personnel, c'est vraiment l'agriculture urbaine, c'est vraiment, c'est ça, tout ça de vraiment développer, c'est ce que j'essaie comme. Donc, tant qu'à planter, oui, c'est ça, exactement, quelque chose qui va te donner en retour. C'est beau un arbuste, mais j'aime bien mieux planter un framboisier, j'aime mieux planter un poirier au lieu de planter un érable, je veux dire. On peut faire ça ici au Québec? Ben oui, on peut faire ça. Alors, comment ça se fait? Comment on part? Là? Mettons, là, moi, je veux commencer là, l'été prochain, parce que là, on est au temps des récoltes. On peut voir ce que nos voisins ont semé, soit en milieu urbain, soit au centre-ville, en banlieue, à la campagne. Mais qu'est-ce que je peux rêver d'accomplir? OK. Premièrement, je veux dire, la chose la plus simple, c'est vraiment plus simple que les gens croient de se faire un jardin. Puis c'est pas, ça prend pas des notions à tout finir, là, parce que oui, j'en connais des choses, mais n'importe qui peut le faire, c'est super simple. Fait que c'est ça que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Dans le fond, oui, exactement. Que tu vas nous présenter. Exactement. Juste pour vous vraiment montrer que c'est accessible à tout le monde, que c'est pas, vous allez voir, il y a une photo, là, je vais dire, c'est cette photo-là, que ça prend pas, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un grand jardin pour ça, une grande terrasse. Moi, je suis en appartement, 2e étage, j'ai un balcon. Ah oui. C'est sûr, j'ai pas l'autonomie à 100% alimentaire, mais alors, Geneviève, peut-être tu peux nous montrer un petit peu son balcon. Du début, par la photo numéro 2. Oui.
OK. Fait que, juste vous montrer. Ça n'a pas nécessité un grand investissement de faire ça. J'ai des pots d'épinards que j'achète. En fait, que quand j'ai plus d'épinards dedans, je mets de la terre. Ah oui. Et là, on sème les graines directement là-dedans. Fait qu'on ça prend pas un système compliqué. Ça donc, un petit peu de terre. De la terre, puis des semences. C'est sûr qu'on parlait biologique tantôt. Oui, je vais juste faire une petite parenthèse qui est importante. On peut acheter les semences qui sont pas biologiques. Ça, c'est correct. Je veux dire, on peut quand même avoir des épinards, on peut quand même faire des choses, mais je conseille il y a des semenciers, il y a des groupes de semenciers, on peut s'informer, ils sont quand même en vente un petit peu partout sur Internet, des semences biologiques ancestrales. Oui. Parce que ce qu'on veut, en fait, c'est que les fruits et légumes qu'ils nous vendent en ce moment, qui sont OGM, on s'entend exactement, on s'entend qu'ils enlèvent comment je faisais ça? Pour remplacer le code génétique, pour rajouter des choses qui soient plus grandes, produisent plus et tout ça, il faut enlever des choses dans l'ADN. Donc, qu'est-ce qu'il enlève? Il enlève la résistance aux maladies, aux intempéries. Oui. Il enlève la reproduction. Oui. Et il enlève l'odeur. Okay? Fait qu'il enlève ça, puis il remplace ça. Mais ils disent, c'est pas grave, c'est pas résistant, on a des pesticides pour ça. C'est ça. Fait que là où je veux en venir, c'est que nos graines qu'on plante, c'est des OGM, et on peut pas prendre des semences de nos tomates parce qu'ils sont stériles. On va les voir. Même les melons d'eau, on les voit plus. Ils ne donneront plus de... Exactement. Donc, tu ne pourras pas les utiliser pour créer d'autres plants. C'est ça. Fait que ça serait bien, tant qu'acheter des semences, de pouvoir acheter des semences ancestrales qui sont conçues, sont indigènes du Canada, Alors, je sais, par exemple, que pour en avoir vu à Québec, dans certaines boutiques d'aliments naturels, on en trouve. À Montréal, est-ce que c'est la même chose, par exemple? C'est parce que là, j'ai un blanc de mémoire, mais je vais le mettre dans le complément surprenant. Le lien de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a un groupe, en fait, on peut les acheter par Internet. C'est vraiment à Montréal, oui, et partout au Québec, il y a des gens qui s'occupent de vraiment récolter les semences ancestrales des variétés qui sont résistantes ici au Québec. Parce que si on prend une variété... Oui, exactement, mais je ne sais pas c'est qui fournit ça, mais en tout cas... Alors, on n'a pas entendu ce que Geneviève a dit. Les jardins des Coumènes. OK. Bon, exact. C'est un endroit où on peut commander. Merci, et il y en a différents endroits. Exactement. Donc, c'est quelque chose qu'on peut acquérir même si on n'est pas à Montréal. Exact. Si on est ailleurs au Québec, on peut les commander par la poste et avoir des semis qui sont biologiques. Et là, pour reprendre ce que tu disais, c'est quand même facile à partir avec des petits plats de plastique de nos épinards ou quoi que ce soit. La terre, qu'est-ce qu'on fait? On en avait parlé. On en avait parlé de la terre bio. Moi, je te disais, il ne faut pas capoter non plus. C'est sûr, il ne faut pas que ça devienne une obsession que tout soit biologique parce que ma terre n'est pas bio, c'est pas grave. L'important, c'est que les intrants que je vais mettre dans ma terre, est-ce que je vais nourrir ma terre avec des engrais chimiques? Je veux dire, c'est là que ça va jouer si c'est bio ou pas. Exactement. Certains produits. J'ai un petit livre que j'ai oublié dans ma sacoche, mais que c'est un petit livre que je pourrais partager encore là que c'est toutes des recettes maison avec de l'ortie, comment nourrir les plantes juste avec des mauvaises herbes qui traînent, que eux autres qui ont les nutriments, les minéraux nécessaires pour pouvoir nourrir. Merci. Donc voilà le petit livre. Je ne sais pas c'est où. Gilles, celui-là, c'est ça? OK. Vers Gilles. Voilà, c'est purin d'ortie et autres recettes de sorcières. Ce qui est bon là-dedans, c'est qu'ils disent qu'est-ce qui est bon pour les plantes, mais qu'est-ce qui est bon pour l'humain aussi. Alors, les plantes médicinales, il y a beaucoup d'exemples, comment se faire qu'est-ce que ça traite, comment les préparer, à quelle fréquence les prendre. C'est sûr que, c'est pas un naturopathe nécessairement qui a fait ça, mais c'est bon à savoir quand même qu'il y a des mauvaises herbes qui peuvent servir pour ça. Et puis, tant qu'à être dans tous les préparatifs, finissons la question des métaux lourds que je t'avais posée. Oui, exactement. Alors, on sait qu'en Chine, moi, c'est un de mes gros dadas, j'évite toute la nourriture qui vient de Chine parce que à cause de l'industrialisation et ils n'ont pas installé les systèmes anti-pollution qu'on a ici en Amérique du Nord ou en Europe. Ils ont contaminé leur sol. Et de façon générale, en Chine, tous les produits agricoles ont des hautes teneurs en métaux lourds. Qu'est-ce que ça a de l'air ici au Québec? Mais je sais que toi, ton expertise, c'est plus la région de Montréal. Oui, c'est ça. Mais parle-nous un petit peu. À quoi qu'on peut s'attendre par rapport à ça? Bien, en fait, je suis pas très... Je dirais, c'est pas mon domaine vraiment. J'en ai parlé un petit peu de ce que je savais, mais c'est plus les agronomes qui vont pouvoir faire ça. Je sais qu'au niveau de la terre, la terre, elle a un passé, c'est sûr. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait avant. S'il y a eu
contamination, à moins de faire une carotte et vraiment envoyer ça en laboratoire. Mais je sais que la nappe phréatique est très, je veux dire, tous les résidus, les résidus industriels, les résidus agricoles aussi, tous les pesticides, ils s'écoulent dans les rivières et là, ça va dans la nappe phréatique. Mais je peux pas... Alors, toi, qu'est-ce que tu recommandes, qu'est-ce qu'on doit faire quand tu pars tes semis? Qu'est-ce que tu nous recommandes de faire? OK, bien, si on peut retourner à la première image, j'ai tout fait comme un petit... Bon, exactement. Fait que dans le fond, c'est ça, on prend des caissons, peu importe. L'important, c'est qu'il y ait un couvercle pour garder l'humidité, parce que quand la semence, elle commence, c'est là qu'il ne faut pas qu'elle manque d'eau. Fait que c'est pour montrer que vraiment, c'est facile. Ça pousse tout seul. On a juste besoin de les mettre près de la fenêtre. On gère. S'il y a des petites bulles d'eau, de la buée sur le couvercle, on l'ouvre, on laisse sécher, on l'arrose, on le ferme. Puis là-dessus, vous allez en avoir trop parce que ça pousse. Moi, j'étais comme, OK, ça, je vais en avoir peut-être 5-6. Finalement, j'en ai eu 40 plants de piment. Wow. J'ai été obligée d'en donner aux voisins. Fait que, ils sont contents. Et ça, tu commençais à peu près à quelle période de l'année? Ça, c'est au mois d'avril. Mars-avril. Mars-avril. Oui, exactement. Au mois de mars-avril, Richard va te réinviter. C'est bon. Pour que tu nous expliques bien comment tout partir, nos affaires. Peut-être même un petit peu avant, février, pour commander nos graines. Oui, exactement. Combien de temps d'avance il faut commander les graines? Je ne les ai jamais commandées. Moi, je m'étais rendue directement à un autre endroit. Là. On trouvera quand sera le bon moment pour te réinviter pour partir tout ça du bon pied. Oui. Je sais que Richard veut relever le défi. Il m'a dit que ça l'intéressait de prendre tes conseils pour partir ses plans biologiques l'été prochain. Parfait. Alors, ça sera très, très intéressant de voir ça grandir. Parfait. Donc, après ça, ben, toi, tu as eu beaucoup de succès. J'ai vu des photos de ton balcon tout à l'heure. Oui, exactement. Alors, Geneviève va nous mettre en onde la photo de ton balcon, entre autres. En fait, c'est juste pour vous montrer que j'ai pas de terrain, j'habite dans un logement, puis c'est ça mon terrain arrière. Fait que c'est pas ça qui peut empêcher quelqu'un de produire ses plants. Alors, ça, c'est mon balcon. Là, c'est un petit peu flou, mais en tout cas. Fait qu'on voit que dans le fond, les pots, je les ai achetés au Dollarama, tout simplement. J'ai des goyavés là-dedans. J'ai un peu de compagnonnage. Je ne sais pas si vous voyez les fleurs blanches, les pompons blancs. C'est un géranium. Ça sert à ce que les animaux, surtout les écureuils, qui viennent pas manger toutes mes tomates parce qu'ils ne se gênent pas. Là. Ils vont allègrement. Il y a aussi... Attends, on va revenir. On va les faire en ordre. C'est celle d'après. OK. Alors, je veux juste revenir, tu dis des choses vite là, qui sont importantes. Oui. J'ai été au Dollarama ou un magasin escompte, peu importe, on n'a pas de préférence. Là. Donc, tu n'as pas besoin d'acheter des pots dispendieux. Ça m'a coûté $1 ou 2 les pots. C'est sûr, ça se fait au fil des ans. Là, je veux dire, c'est ça. Puis je ramasse mes pots, je mets ma terre. Quand mes semences sont rendues assez grandes, là, je peux les transplanter. Puis à ce moment-là, ils sont tout petits, ça fait un petit jardin, mais tranquillement, ils poussent. Et puis là, tu en avais assez que tu couvrais l'ensemble de ton balcon, comme on a vu là. Oui, mais j'en ai donné aussi. J'avais trop de poivrons. Alors, je suis allée voir mon voisin. Je sais que lui, il a un jardin dans sa cour. Puis je suis arrivée avec comme... Je dis, est-ce que tu as besoin de poivrons? Il les a toutes pris, c'est sûr. À cause que toutes tes petites pousses avaient été poussé, exactement un succès. Exactement. Et puis, tu en avais bien pris soin de tout beaucoup, ça. Oui. Alors là, il y en avait trop. Puis là, on a vu dans une des photos, il y avait justement des poivrons, des gros poivrons. Tu as déjà... J'en ai à peu près 10 sur un plan. Là. Ça, c'est mon plus vieux. C'est celui que j'ai sorti en premier. Puis il y a à peu près 10 petits poivrons, mais ils vont grossir. C'est assez spectaculaire. J'ai des cocombes, des goyaves. Tu peux laisser grandir ça? Jusqu'à temps que ça gèle. Jusqu'à temps que ça gèle? Jusqu'à temps qu'en un année, ils vont se détacher du plant ou un écureuil va venir le manger. Fait que c'est comme une guerre entre les écureuils. Est-ce que tu peux les rentrer? Je peux les rentrer, oui, exactement. Quand les nuits commencent à être froides, je les rentre la nuit, puis on les sort le jour. Il ne faut jamais que ça aille comme en bas de zéro. Donc, c'est intéressant que ce soit dans des pots. Oui, exactement. Ça permet de rallonger ta saison de culture. Exactement. Ben, c'est formidable, tout ça. Oui. C'est des petits trucs qui sont faciles pour avoir 10 beaux poivrons biologiques à la maison à savourer. Oui, des tomates, des concombres. Il y a tellement, mon Dieu, des petits pois. Oui. Des petits pois aussi, c'est facile. Est-ce que, Richard, tu voulais intervenir? Je te voyais avec le micro. Oui, un peu, là, d'une certaine façon. L'été achève. Puis les jardins sont presque à la fin de leur promesse de Gilles, tu fais de l'ombre avec la caméra. Et ça nous permettrait peut-être de commencer à penser comment organiser notre hiver pour que ce soit rentable rendu au printemps. Premièrement, est-ce que toi, tu vas répondre à la grande question? Moi, j'ai eu des avis très intéressants qui disaient « Arrêtez de couper votre gazon rendu au mois de septembre. »
Vous rasez ça, là, s'il y a des gelées, s'il pleut, puis qu'après il y a une gelée, le gazon va brûler jusqu'aux racines. Laissez-le long, il va pencher, il va s'écraser, il va faire une couverture d'air entre la neige et le sol. Alors là, les gens qui continuent à couper le gazon, là, puis qui ramassent le gazon coupé, puis les feuilles mortes, c'est pas l'automne qu'il faut ramasser les feuilles mortes. Ah, ben merci, Kat. Parce que les feuilles, c'est la nourriture. L'arbre, il puise des minéraux du sol. Ah oui, c'est vrai. Mon micro. Ne plus ramasser les feuilles des arbres, parce que c'est la nourriture que l'arbre se fait lui-même. Là. Il est autonome. En fait, il puise. La terre, c'est juste un soutien. Hein. Il n'y a rien dans la terre. En fait, en tout cas, c'est pas la terre qui joue en rôle, c'est les minéraux qui sont dedans et les éléments nutritifs. Parce que l'arbre, il fait, c'est qu'il puise tout au long de l'année. Ouais. Il se fait la photosynthèse, tous les principes de botanique, là, j'irai pas jusque-là. Et là, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est bon, je vais faire tomber mes feuilles, parce que l'hiver, de toute façon, la feuille, elle va geler. Et au printemps, elle va se décomposer, ça va faire de la matière organique. Et là, je vais me nourrir. Puis en fait, ce qui est bien fait, c'est que l'arbre, les racines, la pointe des racines, c'est là qu'il mange. Puis les feuilles, je sais pas comment expliquer ça, là. Mettons, ça, c'est l'arbre, ça, c'est le tronc. Les feuilles tombent toujours ici, exactement où ce que les racines, fait qu'il se fait juste se décomposer. Oui, c'est ça. Donc, la nourriture tombe où elle se doit d'arriver. Où les bouches sont. Où les bouches sont. Les bouches des arbres, là, des végétaux, c'est ça. Nous, on a la bouche en haut, puis c'est ça. Alors, eux, la fleur est en haut, puis la bouche est en bas. Nous autres, la fleur est en bas, pour que tout le monde comprenne que le pistil et l'étamine, c'est en bas. On est dans la verticalité, alors que les animaux, eux, sont dans l'horizontalité. La bouche à un bout, puis le pistil à l'autre bout. Là. On se comprend, là? Bon. Alors donc, il faut arrêter de couper son gazon. Il ne faut pas ramasser ses feuilles d'automne l'automne. Il faut les laisser. Tu sais, comment ça se fait que la société ne comprend pas ça? C'est pas ça. Encore? Bon. Alors, ça me fait penser un peu à tantôt, on parlait des médecines traditionnelles, et puis des médecines universitaires, scientifiques, laboratoires. Comment ça se fait que ça nous échappe, tout ça? Moi, là, j'entendais vous deux parler avec Nathalie tantôt. On se parle entre thérapeutes pour aider quelqu'un qui a un drame à vivre, là, de maladie. Quand le mal l'a dit, t'es malade. Et on dit tout le temps que on dit deux choses. On dit la maladie n'est rien, le terrain est tout. C'est le terrain fertile. C'est le terrain fertile. Et toi, tu es en agriculture. On dit aussi que l'aliment soit ton médicament. On se comprend-tu que c'est complètement complémentaire à ce qu'on a eu comme aujourd'hui dans l'émission? Absolument. Et avec des belles personnes instruites, compétentes. Puis quand on dit compétentes, ils font péter des vieux préjugés. Alors là, on va... C'est en révolution, ce domaine-là. Il y a maintenant, est-ce que tu es au courant des maisons qui ont une serre, des maisons autonomes, qu'on appelle des earthships, que dans le fond, c'est... là, je voulais en parler, j'avais mis des photos là-dessus. Écoute, moi, j'ai pensé que tous les mois, tu vas venir au moins une fois par mois. On a 4 émissions par mois. Au moins une fois par mois, mais pas pour toute l'émission, là, mais faire une apparition d'une demi-heure ou 20 minutes. Là. Parce que là, tu viens de donner un programme pour le mois. Arrêtez de couper vos gazons. Il fait déjà assez froid, il ne pousse presque plus. Laissez-le grandir. S'il grandit un petit peu encore, il va se repencher. La neige va arriver dessus. Ça va faire une zone d'air entre... Bon, ne ramassez pas vos feuilles. Mais là, il va falloir que tu nous expliques, parce qu'ici, à Mont-Saint-Hilaire et la région, on arrive avec les bacs bruns. Oui, le compostage. Le compostage. Pourquoi qu'on ne le fait pas nous-mêmes, chez nous, au lieu d'envoyer ça quelque part? Parce que les gens n'ont pas le temps et ne comprennent pas trop à quoi ça sert. Mais tu vas nous aider à comprendre ça, Catherine. Ça coûte cher du compost. Ils savent combien ce qu'ils pourraient sauver et quel jardin qu'ils pourraient faire avec ça. Ça coûte pas cher à fabriquer soi-même. Ça coûte cher à fabriquer, mais ça coûte cher à acheter. Hein? Alors, je ne sais pas si ça peut allumer des lumières, ésotérisme expérimental. C'est expérimental dans le vrai sens du terme. Ben oui, Richard, puis moi, c'est pour ça que je voulais qu'on parle de ces sujets-là ce soir, parce que l'ésotérisme, on en parle souvent dans les nuages. Hein? Tu as souvent dit ça, la tête dans les nuages, mais les pieds. Non, moi, j'ai toujours dit qu'un bon ésotériste ou quelqu'un de conscience, c'est qu'il a les deux pieds sur terre. C'est ça, les deux mais qu'il a la tête au-dessus des nuages. Et la meilleure place pour ça,
c'est d'aller sur une haute montagne. Le Mont-Saint-Hilaire, c'est un des buts, parce que souvent, les nuages sont plus bas que la cime des montagnes. Alors, tu as encore les 2 pieds sur terre, hein, sur la cime de la montagne, et l'avantage, c'est que tu es toujours au soleil, puisque les nuages sont plus bas. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au Mont Everest, là. On n'a rien qu'à monter dans sa tête, dans sa montagne, puis avoir toujours les 2 pieds sur terre, être très concret, réaliste, et avoir l'esprit au-dessus des nuages. On n'est plus déprimé, on voit le soleil tout le temps, on voit qu'il y a des solutions, puis tu vas nous en apporter concrètement. Alors, c'est bon. Richard, tu as posé ou tu as ouvert la question aussi sur qu'est-ce qu'on fait, là, la saison est finie, mais j'ajouterais qu'est-ce qu'on fait de nos jardins si on veut prendre une approche biologique l'été prochain. Si on dit, là, bon, moi je fais un jardin depuis quelques années, là, la saison est finie, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit faire pour se préparer notre jardin pour l'an prochain? Alors, pendant que tu rebranches le micro, c'est ça. Alors, Catherine va nous donner la réponse dans une seconde. Et voilà, on est branché. Okay. On est reparti. Ben, qu'est-ce qu'on fait pour se préparer quand on a déjà un jardin? Est-ce qu'on a des choses à faire? Ben, en fait, c'est plus le printemps que ça se passe. Mais si D'accord. on veut conserver nos plants, c'est sûr que c'est pas évident, là. Il faut vraiment qu'on ait de la lumière à la maison. Mais on peut quand même prendre nos plants de tomates qu'on a achetés, Oui. les couper le plus court possible. On laisse quelques feuilles. On laisse après ça. On les rentre dans la maison dans les pots. On Ça peut se les fait, conserver. C'est sûr que c'est plus difficile parce que l'hiver, il manque souvent de soleil et tout, mais la plante, il rentre en dormance. Il y en a, il va sûrement avoir des décès, là, mais en tout cas, on peut les garder comme ça. Et préparer nos matières organiques. Préparer qu'est-ce qu'on va planter. On fait l'inventaire aussi de qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Ah, OK. Parce que Pour souvent, le soleil, par exemple? ben, des fois, c'est Ensoleillement? l'association. Des fois, c'est juste comme des facteurs. En tout cas, on regarde qu'est-ce qui a fonctionné. Puis, mon Dieu. Puis, est-ce que tu suggères de préparer du compost, de mettre Oui, en on route peut. le Oui, compost pour exactement. en vue de... Oui, ça, c'est sûr que toute l'année, on peut en faire. Je vous suggère les boules. Ce qui est le fun, c'est ce qu'on connaît souvent, c'est des gros bacs. OK. Oui, on Parfait. va faire un OK. spécial compost. Donc, le compost, ça Ouais, serait un c'est autre ça. facteur. C'est, OK. ouais. Donc, j'essayais juste de faire comme une liste de ce qu'on a à faire à ce temps-ci de l'année. OK, Puis à quitte ce temps-ci de l'année. OK, je aborder comprends. ces sujets-là OK. une autre Ben, à ce fois. temps-ci de l'année, on récolte, on savoure et Ça, on... là, c'est la récompense. Exactement. Et quand tout est fini, si on peut en conserver, on les met dans des pots. Sinon, ben... Puis là, toi... Oui. Ah, déjà 1h40. Bon, ben on va prendre un petit 5 minutes de plus. Ouais, comme on là, n'est pas à Radio-Canada. non, c'est ça. Mais remarque, j'ai beaucoup de choses à parler avant qu'on se quitte aujourd'hui, là, D'accord. parce qu'on a des invités la semaine prochaine. Je vais préparer le terrain. Ben, c'est ça. Ben, je trouve ça formidable parce que... Puis même Nathalie, si elle, de son côté, il y a des choses qui arrivent dans l'innovation. La semaine prochaine, je reçois des gens qui sont des scientifiques, qui travaillent en psychologie, en psychiatrie, à travers les cas de gens qui entendent des voix. On a cru tout le temps que c'était des schizophrènes, qui avaient des problèmes, qui entendent des voix. On leur donne des pilules pour arrêter d'entendre des voix. Mais les voix, ils les entendent pareil. Et le magazine Nexus de France, qui est un magazine qui est rejeté, et ils sont obligés de se défendre tout seuls. Ils n'ont plus de subventions. Ben, pour répliquer, ils ne mettent aucun commanditaire dans leur magazine. Et c'est des magazines de qualité. Et dans ce magazine-là, il y a 14 pages sur le dossier de l'évolution de la psychiatrie, de la psychologie en rapport avec les gens qui entendent des voix. Puis ils se sont aperçus que c'est peut-être même un signe de santé. On les traitait de fous avant, là. Puis on est en train de se dire, Jeanne d'Arc a changé le destin de la France parce qu'elle entendait des voix. Hein? Il faut commencer à se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose de vrai derrière tout ça et de solide. Le monde est en train de changer, hein? C'est le fun, le monde est en train de basculer. Tu sais, quand moi je savais l'histoire là, de ne pas couper son gazon l'automne puis de ne pas ramasser les feuilles. Tu regardes, tout le monde ramasse des feuilles. Tu regardes une prise d'électricité, là, tu as 3 entrées, hein? Tu as 2 petites lignes, puis tu as un petit trou. Ils mettent toujours les 2 petits trous en haut, puis le petit trou d'en bas, dans le milieu, par en dessous, pour que ça fasse des yeux avec une bouche. C'est le ground, le bouche. Il est supposé être au-dessus. Parce que quand tu as les 2 palettes avec le positif et négatif en haut, un enfant qui va jouer sur une prise de courant qui échappe un couteau, les 2 barres se touchent, puis
Puis il y a eu des enfants qui ont été blessés gravement à cause de ça. Alors que quand tu as en haut le ground, puis les 2 plaques en dessous, là, droite, là, ben, le couteau va tomber d'un côté ou de l'autre, mais il ne fera jamais de court-circuit avec... On vit dans une drôle de société qui aurait juste besoin d'apprendre les vraies affaires. Oui, c'est ça. Alors, la semaine prochaine, Lisette Bordelot est censée venir faire son tour. Elle a organisé un congrès, un colloque, comme elle dit, elle, là, 2 jours, avec Mario Beauregard, neurologue très, 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 très connu, en rapport avec la conscience dans tous ses états. Beau titre. Et au moment où on se parle, elle est dans un moment de grande décision à prendre. Est-ce qu'elle va le faire ou l'arrêter? Pourquoi? Parce qu'il semble y avoir peu d'intérêt de la part de la population, principalement parce qu'ils ne savent pas. Tu sais, pour que ça t'intéresse, il faudrait que tu n'entendes parler. Ben oui. Et les grands médias ne parlent pas de ça. On a à faire vraiment un blocus des bien-pensants, de l'establishment, qui est grandement temps qu'ils se fassent brasser à la cage, parce que les gens vrais, les gens capables, montent aux barricades maintenant et s'affichent et affichent leur couleur. Moi, je n'ai pas honte d'afficher ma couleur du Québec, là. Même si je ne suis pas séparatiste, là, c'est juste une question d'afficher. Moi, je suis un peu enflammé. Jean, lui, il est plus pondéré. Ça dépend des journées. Ça dépend des journées. Oui. Mais on a quelque chose de nouveau qui se passe au Québec. Puis à travers le monde, il y a des choses qui se passent. J'ai beaucoup de rapports avec les Européens. Puis encore aujourd'hui, on avait des commentaires. Vous êtes chanceux, vous êtes capable de parler de ces choses-là. Ici, on ne peut pas. Il y a plein de Français qui déménagent en Suisse parce que justement, juste au bord de la frontière, ils n'ont plus le droit de pratiquer ça en France. Mm-hmm. Puis en Suisse, c'est encore autorisé. Il y a plein d'Européens qui s'en viennent au Québec aussi. Oui. Ou au Canada, ou aux États-Unis. Oui, oui, oui. Ah, il y a même aussi des musulmans, des Arabes, des Syriens. Ça, c'est un autre dossier. On ne parle pas de ces choses-là ce soir. Aujourd'hui, c'est santé et alimentation. Ben bravo. Catherine, comme ça, tu acceptes de venir une fois par mois nous donner, parce que j'ai très hâte que tu nous dises où on peut se procurer des vers de terre pour pouvoir faire du bon compost. Et gardez vos cartons bruns. Tu sais, les cartons qui n'ont pas été peints, là, qui n'ont pas de couleur dessus, là, du carton cheap, leur bien ordinaire. Les vers adorent ça. C'est leur lit de préférence. J'en connais un peu là-dessus quand même. Mais on va pouvoir les changer. Ben oui, parce que si je veux... Alors, ben oui. Alors, si tu veux un mot de la fin, après ça, moi, je me lance dans ce que j'ai à dire au public pour la semaine prochaine. Le mot de la fin, c'est que je pense que la révolution, c'est nous qui vont la faire. Puis c'est super simple. Puis en fait... Je pense que viser l'autonomie alimentaire, tout ce qu'on peut faire, nous, il faut se responsabiliser. Il ne faut pas attendre que les gouvernements ou qu'il y ait des grosses associations qui nous prennent en charge. Il faut que nous, on se prenne en charge. Ouais. Puis petit par petit peu, ça devient une mode, ça grossit, ça fait boule de neige. Puis là, ben, ça fait des belles choses. Puis je pense que la société n'aura pas le choix de changer en façon qu'est-ce que nous, vers quoi on s'en va. Fait que... Je viens de montrer une image qui s'appelait « Ce n'est pas ce que vous pensez ». Faites pas ça parce que la municipalité, vraiment, elle va venir vous donner une amende, là. Mais... Pas à Saint-Hilaire. Il y en a plein à Saint-Hilaire que sur la devanture de la maison, au lieu d'avoir du gazon qui... Tu sais, quand tu coupes avec ta tondeuse de gazon au pétrole, là, c'est comme la dépense de pollution de 40 automobiles. Moi, je l'avais traduit, Geneviève, en français, là, avec « Ce n'est pas ce que vous pensez ». Parce qu'en fait, c'est sur le terrain, dans l'avant de la maison, là. Les gens... Chez nous, moi, il y a plus de soleil en avant que dans le cours en arrière. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut y aller tranquillement avec les municipalités. Ça, on va en parler aussi. C'est que si on commence, on fait ça, c'est sûr que ça ne passera pas. Mais si on y va petit peu par petit peu, et que là, les voisins voient, les voisins aussi en font, c'est là où il va y avoir des villes entières comme ça, et c'est là qu'on veut en venir. Mais il faut y aller comme intelligemment. Et quand tout le monde va se faire pousser des tomates, on aura moins de risques de s'en faire voler chez soi, parce que quand ils n'en ont pas chez eux, qu'ils viennent à voler chez nous. Exactement. Et surtout, on n'aura plus à les importer d'ailleurs, parce qu'on a des belles fermes ici au Québec qui en arrachent, surtout les fraises, surtout les produits qui sont plus gros des États-Unis. Fait qu'il faut faire attention, il faut se responsabiliser. C'est la nourriture éthique,
c'est aussi important que le biologique parce que c'est la santé de notre Québec. Hein? Et on va parler de l'eau, Jean, une bonne fois, hein? Parce que tu es venu là où je vais chercher mon eau distillée. Ah oui, oui, bien sûr, de l'eau. L'eau, c'est très important également. De l'eau distillée qu'on a minéralisée par après, mais... un autre sujet. Ah oui, on en a plein, là, mais ça va être dans le sens... Que ça commence par l'eau également. C'est ça. Alors, il y a des choses très intéressantes à discuter au niveau de l'eau. Mais je pense que ce soir, on a ouvert des portes très intéressantes. Et avec Catherine, comme elle semble disposée à participer à d'autres émissions, je pense que tu vas avoir toute une série de sujets à explorer avec elle. On parle des maisons écologiques, comme elle parlait, des toitures en milieu urbain converties en jardins, des jardins communautaires. Tu parlais des gens qui se font voler les choses. Bien, Catherine, elle a des expériences là-dessus. C'est pas du tout ce qui se passe. Allez voir le jardin Gamelin à côté de Berry-UQAM. C'est là qu'il y a le plus de concentration d'itinérants, de drogués, de tout ce qu'on veut. C'est clean, c'est impeccable. On a la photo, jardin Gamelin. Non, ça c'est à Laval en passant. Ça c'est un gros jardin que tous les fruits et légumes sont donnés à des banques alimentaires. Ah, oui. C'est ça, je voulais... Oui, exactement. Si vous allez voir en ce moment, il y a plein de légumes, c'est fou, puis c'est impeccable. Il n'y a personne qui vandalise parce que justement, c'est une initiative pour les gens, fait que les gens respectent ça, ils n'iront pas brutaliser puis tout détruire la main qui les nourrit, dans le fond. Hein. Et puis il y a même des affiches dans certains jardins que tu dis prenez-en. Prenez-en, exactement. C'est là où je veux en venir. Là. C'est vraiment, il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place, surtout à Montréal, pour vraiment comme rendre ça disponible, rendre ça simple, puis que tout le monde peut servir. Et c'est un projet de collaboration. Tu sais, c'est tous les citoyens. L'autre midi, je dînais ici à côté de l'église de Belleuil avec Dundee. Dundee qui a une émission de télévision où lui, c'est la spécialité de ramasser les animaux sauvages dans les villes urbaines. Des ratons laveurs, il y en a à Montréal, des renards, Alors, eux autres, ils se gêneront pas les petits lièvres pour aller manger dans les jardins publics. Ils ont le droit, selon les règles de la nature, ils ont le droit de prendre 10 %. Et ils respectent toujours le 10 % salaire. Si on fait un calcul, là, ils vont toujours prendre que 10 %. Sais-tu comment on appelait ça dans le temps? Le 10 % de ton revenu, ça s'appelle la dîme. Ah, bon, voilà. C'est ce qu'on donnait à l'Église, la dîme. Mais là, on donne la dîme aux écureuils, puis bon. À la nature. Voilà. Ah, c'est bon, hein, c'est le fun. Alors, tu vois, Richard, dans le fait qu'on voit que les gens s'entraident, c'est un changement de paradigme. On en a souvent parlé ensemble, puis tu viens de le mentionner là, il y a quelques minutes, qu'il y a un changement d'état d'esprit un peu partout. Puis ça, cette agriculture urbaine-là en est un autre aspect vivant, pratique de ce changement d'esprit-là. Moi, c'est pour ça que je trouve ça formidable et fantastique, toutes ces initiatives-là. Puis, je suis très heureux que Catherine ait accepté d'être avec nous ce soir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens du public qui aiment beaucoup qu'on parle d'extraterrestres, de soucoupes volantes, d'affaires qui sont bien, bien loin, puis qui sont loin de notre réalité réelle. Là, c'est simple. Là. La semaine prochaine, on va retourner dans les étoiles un peu avec Karen, qui est une dame de grande expérience, qui a vécu une EMI extreme, une expérience de mort imminente. Et elle est prête à venir en parler, non seulement de son expérience, mais de tous les événements autour de son vécu en rapport avec tout ça, en plus de la présence de Lisette. Ça va être une émission que beaucoup de gens vont aimer, mais ça va être ésotérique encore, un peu dans les nuages. Et dans 2 semaines, je retrouve Chantal, qui était déjà venue nous parler du cheval aux yeux rouges. Question des agressions sexuelles, surtout en bas âge, et qu'au Québec, c'est une plaie généralisée. Et là, elle a des révélations nouvelles à nous faire. Alors, c'est un rendez-vous dans 2 semaines avec Chantal. Et peut-être que je renouvellerai mon abonnement à la salle ici, si on peut régler le problème de sans-fil. On a eu des ruptures de communication durant la soirée. Parce que du sans-fil, c'est pas fiable. Mais peut-être qu'avec des fils, on va y réussir. Après ça, on va pouvoir s'assurer qu'on va avoir des communications de haute qualité. De toute façon, on fait toujours un backup dans notre ordinateur. Fait que on pourra corriger les défauts de la diffusion qui a été faite en direct plus tard. Bien, merci tout le monde. Merci Jean. Merci tout le monde, oui. Un rendez-vous comme ça toutes les semaines, le samedi soir. Alors, s'il y en a qui habitent pas très loin, ce soir, est-ce qu'on a un feu de camp? Ben, mon Jean, tu as aussi un petit vidéo à nous faire pour le Club Créé qui n'est pas piqué des verres, hein? Ah, je sais pas, on va s'en reparler. Oui. Mais on y va au feu de camp malgré tout. Vous avez des vêtements chauds? Oui.
Tout le monde, levez la main ceux qui veulent au feu de camp. Bon, ben, on pourrait dire 80%. Hein? Ça commence à geler. Donc, s'il y en a qui nous écoutent en direct puis ils sont pas trop loin. Oui, à Mont-Saint-Hilaire, chez moi, oui, il y en a qui connaissent l'habitude. Bon, ben, c'est. À la revoyure, Catherine. Puis au revoir aussi, Nathalie, hein, sûrement. Merci. Merci tout le monde. Bonne semaine. Geneviève va lancer le générique. Merci. Maintenant, vous en savez un peu plus.